Eh bien, bienvenue tout le monde pour ce tout premier épisode des guides Tolkien, présenté par Faustea. Et aujourd'hui, on va parler de la vie de Tolkien avant plus tard de commencer à discuter un petit peu plus de ses œuvres et rentrer dans le lore de la Terre du Milieu. Le chat en ligne, je suis sur Twitch, donc quand j'enregistre cette vidéo, et vous entendez le superbe décor, j'imagine, derrière, plein de bruit, tout va bien. Qui est Faustea? Faustea, c'est moi, donc je suis là en petit, je suis là aussi en grand, pardon. Et c'est évidemment Tolkien Guide, mais de base, cette émission devait s'appeler Le Seigneur des Annales. Voilà, avec deux N, hein. Avec deux N. On va commencer tout doucement sur donc l'histoire de Tolkien, sa vie dans les grandes lignes. Alors, petit disclaimer, hein, c'est général. Je ne vais pas lire toute la biographie de Tolkien. Il va sans doute manquer des passages, mais en tout cas, on va parler de sa vie. Je ne peux pas non plus m'amuser à vous dire exactement à quel moment il a écrit ses œuvres un peu moins connues, comme par exemple Monsieur Merveille ou même Rover Random. Voilà, donc j'ai essayé de focus sur les généralités de la vie de Tolkien et on va découvrir ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, John Ronald Reuel Tolkien est né donc le 3 janvier 1892. Oui, parce que pour ceux qui découvrent, je suis belge, donc je dis 92, à Bloemfontein, en Afrique du Sud. À l'époque, c'est pas encore l'Afrique du Sud, c'est le comté libre d'Orange, mais c'est ce qui deviendra plus tard l'Afrique du Sud. Donc il est le premier fils de Mabel Suffield et d'Arthur Tolkien. En 1888, Arthur Tolkien, donc le père de Tolkien, avait pris la décision de partir donc, pour le comté d'Orange pour gagner plus d'argent. Et Mabel va le rejoindre là-bas et c'est là qu'ils vont fonder leur famille. Ronald naît en 1892 et 2 ans plus tard, c'est son frère Hilary qui vient les rejoindre. Mais malheureusement, le père de famille va décéder d'une hémorragie suite à un rhumatisme articulaire aigu qui était accompagné de très fortes fièvres en fait. Et une chance ou une malchance pendant ce moment-là, en fait, Mabel et Ronald et Hilary étaient à ce moment-là en Angleterre en fait, donc dans la belle famille qui habitait Birmingham. Je vais appeler Tolkien Ronald pendant toute la présentation parce que c'est comme ça que sa famille l'appelle. Tous ses collègues l'appellent Ronald. Personne ne l'appelle John. Donc voilà, c'est Ronald pour tout le monde. Et ce sera Ronald pour vous aussi. Donc Ronald, car c'est comme ça que tous ses proches l'appelaient, va vivre chez les parents de sa maman pendant quelques temps. Et puis la famille va s'installer à Sarr Hall. Donc vous voyez sur la carte, on a Birmingham qui est ici. Et vous voyez là, vous avez une sorte de ferme. C'est Sarr Hall. Ici, on a une carte en fait avec les endroits très importants dans la vie de Tolkien en Angleterre et vraiment le début de sa vie se fait du côté de Birmingham et Sarr Hall. Sarr Hall, c'est la pure campagne anglaise et ça va avoir un impact terrible sur l'imagination de Tolkien et son rapport à la nature, aux arbres. C'est le côté de la campagne anglaise, féerique et très fortement marqué. On le voit bien dans la comté quand on imagine les hobbits dans leur petite chaumière. Alors, Mabel, elle va gérer toute l'éducation de ses enfants et elle va se rendre compte que Ronald, il a un sacré don. Il a un sacré don pour les mots. Tolkien lit à 4 ans et écrit son premier conte à 7 ans. En 1900, Mabel se convertit au catholicisme. Alors, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que en Angleterre, c'est principalement la branche du christianisme qu'on appelle le protestantisme qui est dominant. D'ailleurs, on appelle ça l'église anglicane, qui est une branche protestante du christianisme. Le catholicisme est donc vraiment plus rare en Angleterre. Et ça va évidemment créer des tensions avec le reste de la famille de Mabel qui est protestante. Ronald est accepté à la King Edward's School et donc la famille va déménager en périphérie de Birmingham. Faut savoir que la vie de Tolkien, je pensais avoir enlevé les alertes, mais bon. Merci beaucoup.
Mais donc, la vie de Tolkien, c'est des déménagements sur déménagements sur déménagements. Le nombre de fois où, quand il habite dans le même endroit, il déménage 3-4 fois à différentes adresses, mais dans la même ville, c'est terrible. Vraiment, sa vie, ça a été énormément de déménagements. Donc là, il déménage de la campagne pour arriver à Moseley, qui est en périphérie de Birmingham. Donc là, on arrive à une période où l'industrialisation commence à être un petit peu plus forte. Et donc, Tolkien, sur des trains qui passaient régulièrement, va être interpellé par les mots qu'il voit sur les trains. C'est du gallois. Et gardez ça en tête. Malheureusement, pour la King Edward's School, dites-vous que c'est une école d'un très haut niveau. Il faut avoir de l'argent. Et la King Edward's School n'est pas dans les moyens à ce moment-là. Et donc, Ronald va se rendre au collège catholique Saint-Philippe. Et encore un déménagement. Donc, vous voyez, le début de sa vie, c'est plein de déménagements. Mais le niveau de l'école de Saint-Philippe ne plaît pas du tout à Mabel parce qu'elle se rend compte aussi que Ronald surpasse les autres élèves. Et finalement, elle arrive à envoyer ses enfants l'année suivante à King Edward's School, donc en 1903. Et c'est cette année-là qu'elle fait la rencontre du père Francis Morgan, qui est hyper important dans la vie de Tolkien. Si vous avez regardé le biopic, il a un rôle quand même important, c'est parce qu'il l'a tout autant dans la vraie vie. Le père Francis Morgan, ça a été... donc il était à l'oratoire de Birmingham, principalement, et c'est lui qui va aider Mabel et toute la famille à s'en sortir justement à Birmingham. Donc ça devient vraiment quelqu'un sur qui et Mabel et les enfants vont pouvoir se reposer. Tolkien découvre le grec et le moyen anglais, des langues dont il sera fasciné, bien évidemment. Malheureusement, en 1904, Mabel décède des suites d'un diabète. Donc le diabète, à l'époque, il n'y a pas de traitement qu'en 1904 et Mabel, malheureusement, décède de ce diabète. Ronald a 12 ans et donc son petit frère de 2 ans plus jeune, Hilary, vont être gardés par le père Francis Morgan avant d'être autres. Mais c'est le père Francis Morgan qui va veiller sur eux pour les études, faire une petite pause pour lire un peu le chat. Coucou Basilic Vegeta, Francis sera donné à un de ses fils en hommage, mais peut-être que je peux le... Oui, oui, je donne tous les noms des enfants justement pour ce genre de choses, Basilic. Mais bienvenue. Merci pour les abonnements. Ça va pour le moment? Ça va? Ça se passe bien? N'hésitez pas à me dire. Mais oui, Tolkien, c'est des déménagements sur déménagements. Tolkien a vécu dans un moulin dans sa jeunesse aussi. Ah, mais Sar Hall, justement, c'est le moulin de Sar Hall dont je parlais juste avant. C'est vraiment la campagne avec ce moulin, c'est ce moulin-là. Oui, magnifique les diapos. Ça va pour ma part. C'est parfait. Nickel. Allez, on continue. Tolkien découvre encore d'autres langues et il va commencer à en créer. En fait, il va se jeter dans cette passion pour les langues. Il a une passion pour les mots. Et il va faire la rencontre aussi d'une jeune fille là où il va loger. C'est une jeune fille qui est de 3 ans son aînée. Elle s'appelle Edith Bratt. Et en 1909, ils s'avouent leurs sentiments, tous les deux. C'est vraiment un amour qui naît entre ces deux adolescents. Mais malheureusement, cette relation elle est vue d'un très mauvais œil par le père Francis Morgan pour l'impact que cela pourrait avoir sur la carrière de Ronald. Et donc il lui interdit de la revoir, de lui parler ou même de correspondre avec elle. Et ça, Tolkien va le respecter à la lettre. Donc il ne correspond plus du tout avec Edith, alors qu'il a 19 ans. Vraiment. En ce même temps, il échoue à l'examen qui lui aurait donné une bourse pour Oxford. Il redéménage et puis finalement, il réussit à avoir cette bourse pour le collège d'Exeter à Oxford. Exeter, je ne sais pas le prononcer, donc je vais dire Exeter. Hein. Excusez-moi pour mon accent anglais dégueulasse pour Oxford, mais donc c'est le collège d'Exeter à Oxford. Alors là, Ronald, il va vivre sa meilleure vie. Hein. Il est avec ses potes, tout se passe bien, et il laisse un peu Edith de côté puisqu'il n'a plus moyen de la contacter en fait. Mais il va créer quelque chose de très important que certains connaissent peut-être déjà, le TCBS, le Tea Club and Barrovian Society. Parce que Tolkien, au long de sa vie, des clubs comme ça avec ses potes, il va en faire plusieurs. Parce que vous connaissez sans doute le TCBS et un autre, mais ce ne seront pas les seuls. Donc, dans ce TCBS, nous avons comme fondateurs Robert Gilson, Geoffrey Bache Smith et Christopher Wiseman.
Alors, ils se retrouvaient d'abord dans la bibliothèque de leur école, mais puis après, ça va être dans une sorte de thé-café qui s'appelle Barrow. Alors, ce club, ces gars-là, Robert Gilson, G.B. Smith et Christopher Wiseman, ce sont des littéraires. Et donc, ils vont beaucoup parler de leurs poèmes, de leur création, de ce qu'ils aiment, de leur inspiration. Et ça va avoir aussi un impact, justement, parce qu'ils vont se montrer leur création littéraire. Ils sont plus que 4 sur la photo. Oui, mais ça, c'est une photo de l'école. C'est une photo de l'école. Tolkien est juste là. Il est là, on le voit ici. Voilà. En 1911, Tolkien fait l'immense découverte du Kalevala. Alors ça, j'en ai déjà parlé quelques fois, le recueil des mythologies en langue finnoise. Et il aura aussi en été son voyage en Suisse qui aura un impact sur son imaginaire, dont témoigne une lettre de 1968. Il y a vraiment tout un voyage en Suisse qu'il a fait, qui est retracé extrêmement bien dans le Tolkien Companion and Guide de Wayne Among et Christina Scull. On a vraiment tous les endroits où Tolkien est allé. Et on sait bien que Rivendell, donc Foncombe, Imladris, Fandeval, a une inspiration de ces paysages en Suisse. Mais ça, je laisserai un jour, sans doute, Bulia vous parler plus en détail de ça. Bulia, donc, des Mémoires de la Terre du Milieu, cette chaîne YouTube qui est suisse, justement. Voilà. Sa passion pour le finnois lui permet en même temps de créer les ébauches du Quenya. Et le Quenya, c'est le futur haut elfique que nous connaissons dans le légendaire de Tolkien. En 1913, il atteint l'âge de 21 ans et le jour même, il envoie une lettre à Edith en lui disant qu'il l'aime toujours, que voilà, il est amoureux d'elle, c'est la femme de sa vie. Problème, Edith, elle pensait que Ronald l'avait oubliée et elle vient de se fiancer. Et il va réussir à la convaincre, il va tout faire pour la convaincre. Et finalement, Edith va rompre ses fiançailles et va se fiancer avec lui. Mais la condition que Tolkien avait mise, c'est qu'elle se convertisse au catholicisme, ce qu'elle va faire. C'est cet été-là que Tolkien va venir en France et notamment en Bretagne. Il est un guide pour une famille de Mexicains. Et ce séjour va être assez dramatique. Et si vous voulez, je pourrais un jour en parler plus en détail. Ce voyage en France a vraiment marqué Tolkien. Ça a été désastreux. Et notamment, il va critiquer la mentalité parisienne qu'il n'aime pas du tout. Arrive janvier 1914 et donc les fiançailles entre Edith et Ronald sont officialisées. Ils voyagent en Cornouailles et là, on a l'inspiration pour Tolkien qui débute le fameux voyage des Arendil, les premiers pas du Silmarillion qu'on aura des années plus tard. Alors, Tolkien il va commencer un trait de sa personnalité qu'on va retrouver tout au long de sa vie, c'est la réécriture de textes médiévaux. Il va réécrire l'histoire de Kullervo, qui est un héros du Kalevala dont je parlais évidemment en langue finnoise. C'est un poème qui va devenir une forte base pour le Narn i in Urin, donc les ébauches de ce qui deviendra plus tard les enfants de Urin. Il obtient son diplôme d'Exeter College avec une mention très bien en langue anglaise et dès qu'il a son diplôme, il s'engage pour la Première Guerre mondiale. Donc, il devient sous-lieutenant de la 11e division dans les fusiliers du Lancashire. Le 22 mars, avant son départ, il épouse Edith à Warwick. Et quelques mois plus tard, en juin, il est dans la Somme et il découvre les horreurs de la guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il a vécu pendant la guerre. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle Tolkien à la Grande Guerre, qui est écrit par John Garth. Je ne pourrais jamais faire être aussi bien précise que cet homme-là. Donc, si ça vous intéresse vraiment, cet ouvrage est une merveille. Et je donne toutes les références de la présentation. Moment pause, je vous lis. Il y a des randos spécial Tolkien organisés là-bas. En Suisse, c'est vrai? Oh, je savais pas. Trop bien. Une minute de silence pour le premier Français. On n'aime pas les Parisiens. Je sais pas, moi je suis belge. J'aime tout le monde. La Belgique, on aime tout le monde. Une personne de plus qui n'aime pas la mentalité française, étonnant. Ah là là.
Mais bon, voilà, c'est la guerre. Et malheureusement, vous vous rappelez le TCBS. À l'intérieur, il y avait notamment Robert Gilson et J.V. Smith. Et ils vont décéder tous les deux pendant la guerre. Le seul survivant avec Tolkien du TCBS, c'est Christopher Wiseman. J.V. Smith, qui était poème et dont Tolkien va réussir à faire publier les poèmes. Et il va faire la préface, notamment du livre de son ami. En novembre 1916, la fièvre des tranchées, donc qui est générée par les poux et les puces dans les tranchées, va accabler Tolkien et il va être rapatrié en Angleterre. Il va avoir de manière régulière des entretiens pour voir s'il peut retourner, mais en fait, il va être accablé à chaque fois. Il n'est pas en état. Jusqu'à la fin de la guerre, il ne sera jamais renvoyé au front dû à cette convalescence et ce rétablissement qui prend vraiment du temps. Tous ces moments-là, justement, de convalescence permettent à Ronald d'écrire et de travailler sur ces langues, comme le Quenya ou même le Sindarin. Et nous avons une sortie avec Edith dans une clairière remplie de ciguës à Roos, dans le Yorkshire, je crois. Et ce moment est hyper clutch dans la vie de Tolkien parce que Edith, dans cette clairière, va se mettre à danser pour son mari. Et là, ça posera les fondations d'un des plus grands contes de l'auteur, Beren et Lúthien. Donc il écrira La chute de Gondolin, mais dans la version des contes perdus, ou encore donc les premières versions des contes de Turin Turambar, donc les enfants de Húrin, et ainsi que Beren et Lúthien. Le 16 novembre 1917, il devient papa pour la toute première fois. Un petit garçon du nom de John Francis Rowell Tolkien. Francis, donc comme le disait Basile tout à l'heure sur le chat, Francis, c'est pour le père Francis Morgan. Et quand l'armistice sonne, la famille s'installe à Oxford. Alors, il est temps de trouver donc un travail maintenant. Et Ronald est pris comme assistant lexicographe sur l'Oxford English Dictionary. Donc, quand on vous dit que Tolkien a écrit le dictionnaire, c'est pas totalement faux. Il l'a écrit, mais il n'a que travaillé que sur des mots qui commençaient par la lettre W. Il y a la liste exacte que vous pouvez trouver. Mais donc, c'est la lettre W qui est... Donc, de 1919 à 1920, puis il reçoit un poste de lecteur à Leeds pour finalement, en 1924, être nommé professeur à Leeds. Et le 22 octobre 1920, c'est son deuxième fils qui naît, Michael Hilary Rowell. La famille qui était encore à Oxford le rejoint à Leeds et pendant cette période avec des collègues, il va créer un lexique anglo-saxon. Mais un grand événement arrive en 1922. C'est la rencontre avec Eric Valentine Gordon. Et avec Tolkien va travailler sur le poème que vous voyez juste là, Sir Gawain and the Green Knight, donc Sir Gawain et le Chevalier Vert. C'est un texte qui est écrit en moyen anglais et ils vont travailler donc sur cette nouvelle version qui verra le jour en 1925. Quand je vous disais que Tolkien, la réécriture de textes médiévaux, c'était ce qu'il aimait, on est vraiment dans ces textes qui le passionnent. Donc voilà, en 1924, il est enfin professeur, donc comme je le disais, à Leeds. Mais dès mai 1923, Ronald s'était remis à l'écriture des contes perdus et finit par donner le nom Le Silmarillion à tous ces textes, justement. En 1924, le 21 novembre 1924, donc centenaire cette année, Christopher John Rowell Tolkien voit le jour. Christopher, dans nos cœurs. En 1925, Tolkien obtient une chaire de langue anglo-saxonne pour Oxford parce que le professeur venait de démissionner et il a envoyé une lettre en expliquant son envie folle de revenir à Oxford. Et donc c'est au Pembroke College qu'il enseignera d'ailleurs jusqu'en 1945. Tolkien donne des cours de mercien, donc c'est de moyen anglais. Le mercien c'est vraiment en Angleterre, donc dans l'époque plus médiévale, il y a une région qui s'appelle la Mercie et il est vraiment spécialiste de ce dialecte de cette région-là d'Angleterre. Donc il connaît très bien le moyen anglais, mais aussi des langues germaniques comme le gothique ou le norrois. Je fais une pause et puis on attaque. Alors,
Coucou Moineau, bienvenue, comment vas-tu? Vous pouvez essayer la... J'ai fait une commande pour Moineau. Point d'exclamation Moineau dans le chat. Et bienvenue Ayed, bienvenue, installe-toi. Ah, sans lui, pas de bouquin pour tenir là. Ah ouais, mais non, mais c'est Moineau avec un O, hein. Voilà, bien. Ça se passe bien? Ça va, je gère? Ah là là. Là, vous voyez l'image, on va parler d'un certain Clive Staples Lewis. Oh, merci, parfait pour l'abonnement. Merci. La classe, il la commande. Mais oui, évidemment, Moineau, t'es obligé. Alors, il est professeur à Oxford. Mais pourquoi ça fait du bruit? J'ai coupé les alertes. Tant pis. Donc, voilà. Donc, on remet les points sur les i, je veux dire. Il est professeur à Oxford. Et là, il fait la rencontre d'un autre professeur d'Oxford, qui n'est autre que Clive Staples Lewis, donc C.S. Lewis, le futur auteur des chroniques de Narnia. Après un départ pas fou, parce que je vous assure qu'au départ, ils étaient contre une idée tous les deux, dans la manière d'enseigner à Oxford. Ils vont se rendre compte qu'ils ont un gros point commun, c'est qu'ils adorent la mythologie nordique, notamment aussi la langue islandaise. Et donc vous avez vraiment un « Quoi? Toi aussi ?» Et ça, c'est raconté dans un bouquin, c'est vraiment très drôle, vraiment le « Quoi, toi aussi? Toi aussi, t'es fan de tous ces trucs-là ?» Et en fait, grâce à ça, ils vont devenir amis. Vraiment des amis proches qui vont avoir une influence l'un sur l'autre tout au long de leur vie. Ils fondent donc le groupe les Coal Biters, donc c'est les mordeurs de charbon. C'est un terme en islandais, en fait, qui retranscrit cette nostalgie que l'on peut avoir quand on est autour d'un feu, quand on est installé. La fantaisie en général vous retransmet très bien ça. Vous savez, ces moments de spleen qu'on peut ressentir au coin du feu, à se raconter des histoires, etc. Bah, ça, c'est vraiment le mot islandais qui se cache derrière Coal Biters, en fait. Voilà. Leur but, c'est de redorer l'islandais dans le cursus scolaire des langues, notamment à Oxford. Alors, le 18 juin 1929, c'est au tour de la dernière enfant de Tolkien à naître, et c'est une petite fille. C'est Priscilla Mary Anne Rowell Tolkien qui voit le jour, donc le dernier enfant de Ronald et Eddie. Et la famille est enfin bien installée à Oxford, mais cette fois-ci au 20 Northmoor Road, maison que vous pouvez voir sur une petite plaque commémorative disant que Tolkien était là. Alors, un autre groupe qu'il va fonder, notamment avec C.S. Lewis, et dont vous avez sans doute plus entendu parler, c'est bien sûr le club des Inklings. Donc, c'est ce groupe littéraire dont C.S. Lewis faisait partie, le frère de Lewis aussi. Nous avons R.E. Harvard, Hugo Dyson ou encore Owen Barth. C'est un groupe qui va avoir une importance donc capitale parce que Tolkien va reprendre un petit peu ce qu'il faisait avec ses amis du CBS, mais de manière beaucoup plus poussée, avec des analyses, avec beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de connaissances en fait. Et toute cette, comment je pourrais dire, maturité qu'ils ont tous à ce moment-là pour imaginer des textes et montrer des poèmes avec leurs inspirations et tout ce qui les anime. Donc voilà, c'est devant eux que Tolkien lira certains de ses textes, cherchant des avis, s'améliorant ou confortant ses idées. Arrive 1930 où on a la fameuse histoire de la feuille blanche et dans un trou vivait un hobbit. Donc je replace ça pour ceux qui ne sauraient pas. C'est une histoire bien connue. Tolkien était en train de corriger des feuilles d'examen et d'un coup, il va avoir l'idée d'écrire dans un trou vivait un hobbit. Et c'est venu comme ça. À partir de là, l'histoire de ce hobbit va se poursuivre à travers des récits qu'il va faire à ses enfants. Et il va continuer à raconter cette histoire à ses enfants de plus en plus. Et il va commencer à noter des passages, des moments. Et puis, ses enfants vont lui dire « Mais tiens, papa, hier, tu disais qu'il avait une capuche verte et aujourd'hui, il en a une rouge ?» Et alors, il disait « Ah, bah ok. » Donc voilà. À partir de ce moment-là, l'histoire va avancer pour que finalement, 7 ans plus tard, l'histoire du Hobbit soit publiée par l'éditeur Allen et Unwin. Tout ça grâce à l'intervention d'une élève qui travaillait justement chez Allen et Unwin. Donc sans cet élève, on n'aurait pas eu le Hobbit, parce que c'est pas Tolkien de lui-même qui est allé chez l'éditeur, c'est cet élève qui l'a apporté. Alors Tolkien, c'est un aspect qui est souvent plus méconnu, c'est bien sûr un universitaire, un professeur de langue anglaise médiévale, et son texte de prédilection, en tout cas le plus connu
à l'heure actuelle, c'est Beowulf, dont il a fait une traduction et des commentaires. Donc Beowulf, c'est un poème en moyen anglais du XIIIe siècle, dont il devient spécialiste. Christopher Tolkien nous a donné la possibilité d'avoir ce texte, donc Beowulf, traduction et commentaires. Vous pouvez le retrouver en français, mais il existe qu'en édition brochée et il est quasi introuvable maintenant aux éditions Christian Bourgois, sauf débourser beaucoup. Espérons une réédition pour que ce texte soit accessible à beaucoup plus, parce que on voit vraiment l'amour de Tolkien pour ce texte et toutes ces réflexions qu'il y a derrière. Ce texte reste une référence en matière d'études autour de Beowulf. Donc sa conférence est réputée, mais j'en profite pour vous donner une petite anecdote aussi. On parle beaucoup de Beowulf autour de Tolkien, mais en fait Tolkien, il est aussi spécialisé dans un auteur qui s'appelle Geoffrey Chaucer, qui a notamment écrit les contes de Canterbury. Les contes de Canterbury est un peu comme Beowulf, c'est l'équivalent de notre chanson de Roland, quoi, pour les Français. C'est vraiment un texte emblématique de leur langue. Et Beowulf et les contes de Canterbury, c'est vraiment emblématique pour les Anglais. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à Chaucer, c'est qu'il va y avoir dans les prochains mois, normalement, un livre qui doit sortir qui s'appelle Tolkien and Chaucer. C'est une réédition de texte avec des augmentations autour de ses recherches. Voilà. On continue. Le Hobbit est un véritable succès. Voilà. L'éditeur Unwin veut une suite, mais Tolkien n'avait pas vraiment prévu une suite pour Le Hobbit. Il préférerait faire publier le Silmarillion, mais je crois que beaucoup de personnes le savent. Le Hobbit, ça a un côté fort enfantin, alors que le Silmarillion, c'est une épopée mythologique avec un début biblique terrible. Le ton est trop différent, et surtout, pas de Hobbit à l'intérieur. Donc, Tolkien, dès 1937, se met à écrire une œuvre de commande. C'est beaucoup plus différent que ce qu'il écrivait avant. C'est une œuvre qu'on lui a demandée. C'est pas quelque chose qui vient de son imagination, on va dire, naturelle. On lui demande une suite au Hobbit, et donc il se met à écrire Le Seigneur des Anneaux. Et ça va prendre des années. 15 ans seront nécessaires pour qu'il réussisse la tâche de publier Le Seigneur des Anneaux. Alors, il y a de nombreux brouillons, des retouches, des changements. Tout ça, on les trouve notamment dans le tome 6 au tome 9 des History of Middle-earth. Vous avez vraiment l'évolution. Alors, au départ, il avait pensé à Bilbo qui refait l'aventure, et puis c'était son fils Bingo qui deviendra plus tard son neveu, et puis ce Bingo va se transformer en Frodo. Voilà, donc vous avez des évolutions comme ça. Hein, on voit vraiment... C'est pour ça que les Homi, les History of Middle-earth, c'est des pépites. Malheureusement, ils ne sont pas traduits en français, mais ce sont des pépites pour voir l'évolution justement des idées, notamment du Seigneur des Anneaux, les textes. Le problème aussi, c'est que Tolkien, il a une santé fragile, en fait, et il a des problèmes de santé qui viennent ennuyer aussi l'écriture du Seigneur des Anneaux. Donc l'écriture est faite par moments par à-coups, et parfois il y a des mois qui passent sans qu'il puisse trouver que ce soit l'inspiration, même l'envie de toucher au texte. Et pendant ces moments de creux, il continue de travailler sur d'autres textes. Hein. On a d'autres œuvres qui ont été publiées pendant ce laps de temps-là. Pas publiées à ce moment-là, mais tard, grâce à Christophine, justement. Mais il ne reste pas sans écrire. Il écrit d'autres histoires. C'est 15 ans d'attente du Seigneur des Anneaux. Le lecteur principal du Seigneur des Anneaux, en cours de création, c'est son fils Christopher, avec qui il a lié une relation forte. Et surtout, Christopher, c'est le plus grand admirateur de son papa. Il faut vraiment vous mettre dans la tête que si le Seigneur des Anneaux a été publié, c'est grâce à Christopher. Il a été le premier soutien de son père pour la continuité de l'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Christopher était en entraînement à la Royal Air Force. Son papa lui envoyait des lettres où il lui expliquait l'avancement du texte. Tout ça, vous pouvez le trouver justement dans les lettres de Tolkien. Vous avez vraiment le père qui aime son fils de tout son cœur et qui avance vainement dans son histoire, et ça, il le fait pour son fils. Le texte du Seigneur des Anneaux sera terminé vers 1948, après un petit séjour de vacances où justement ça va lui faire du bien à son imagination, et il va réussir à terminer son texte. C'est super de voir que même un auteur de son gabarit prend pas mal de temps. Oui, vraiment ça. Il a vraiment dû prendre le temps parce que c'était vraiment différent comparé. Là, c'est vraiment une œuvre de commande. Et c'est pas quelque chose de prévu, quelque chose qui sort de son imagination spontanément. On lui a vraiment demandé un truc bien précis et il a fallu du temps pour qu'il trouve les idées. Et surtout qu'après, il arrive
arrive à relier ça à tout ce qu'il avait dit. Bref, Tolkien tentera de faire publier le Silmarillion avec le Seigneur des Anneaux. Oui, il termine le texte en 48. Le Seigneur des Anneaux, les 2 premiers tomes, ne vont seulement être publiés qu'en 54. Donc vous voyez, il y a un laps de temps pendant lequel en fait Tolkien va essayer de faire publier le Silmarillion avec le Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est que Bayon, c'est un roman très 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 spécial. Hein. Et vu à un moment la pauvre retraite qu'il allait percevoir et voyant les problèmes d'argent qu'il allait sans doute rencontrer, il change d'avis tout simplement. Et dans une lettre, il écrira « Mieux vaut quelque chose que rien ». Donc il va trouver un accord avec son premier éditeur, l'éditeur du Hobbit, donc Allen & Unwin, notamment sur les royalties, etc. Je rentre pas dans les détails ici, mais c'est assez... Tolkien est un petit peu perdu. Bref, 54, c'est la publication des 2 premiers tomes, donc La Communauté de l'Anneau ou La Fraternité de l'Anneau et les 2 tours. Et en 55, nous avons la parution du Retour de Roi. Faut savoir aussi que s'il y a eu un laps de temps aussi grand, c'est parce que il y a eu aussi des petits problèmes par rapport à la manière dont Tolkien voulait que le livre se publie. Vous voyez, Le Seigneur des Anneaux, c'est un gros volume, sauf que à l'origine, c'était tout un volume, mais divisé en 6 livres. Mais Tolkien voulait qu'on publie tout en un coup. Problème, on est à l'après-guerre, le coût du papier, tout ça, ça ne plaît pas aux éditeurs, ils nous disent vous devez tout couper. Donc le couper en 3 parties, c'est pas du tout ce que Tolkien voulait à la base. C'était pas censé être une trilogie, mais pas le choix, il doit faire comme ça. Et donc il va y avoir des mois de réflexion aussi par rapport au nom justement de ces 3 livres. Dans une des vidéos des Échos d'Imladris, justement, je parle du problème des 2 tours. C'est dans la vidéo sur Barad-dûr, justement. On parle bien du problème qu'il a rencontré pour réfléchir à quels 2 tours c'était exactement. Bref, voilà, ça a été un petit peu plus complexe que prévu. Ça aussi, ça a mis du temps. Et finalement, donc en 1955, Le Retour du Roi peut être publié parce que Tolkien finit enfin les appendices, mais surtout, Christopher Tolkien, son fils, termine de mettre la carte de la Terre du Milieu. Les livres, c'est un succès et des fans lui écrivent. Il y a même une série radiophonique créée par la BBC et vous connaissez bien sûr l'élan plus tard qu'il y aura aux États-Unis dans les années 60. Tolkien prend sa retraite en 59, il se focalise notamment sur ses textes et malheureusement le Silmarillion restera inachevé. Sa renommée littéraire prend forme et au début il prend plaisir à répondre aux lettres et aux questions de ses lecteurs, un plaisir qui va diminuer au fil du temps, au fil de sa vie. En 1968, avec Edith, il quitte Oxford et déménage près de la station balnéaire de Bournemouth. Malheureusement, Edith s'éteint le 29 novembre 1971, donc sa Lucienne est partie. Et le collège de Merton lui offre le titre de membre honoraire résident à Oxford. Donc Tolkien peut revenir vivre seul en veuf à Oxford, ce qu'il va faire. En 1972, il reçoit des mains de la reine Elizabeth II à Buckingham Palace le Commodore of the Britannic Empire. Le 28 août 1973, la maladie le rattrape, il est hospitalisé et puis décède d'une pneumonie le 2 septembre 1973. On le retrouve enterré aux côtés d'Edith au cimetière d'Oxford où l'on peut lire l'épitaphe suivante. Edith Mary Tolkien Luthien et John Ronald Reuel Tolkien Beren. C'est Christopher Tolkien qui, à la mort de son père, devient, parce que c'est noté dans le testament de son papa, l'exécuteur littéraire testamentaire de son père. Son père lui met « Tu peux faire ce que tu veux avec mes textes. C'est toi qui connais la Terre du Milieu, c'est toi qui connais l'univers mieux que quiconque. Je n'ai confiance qu'en toi. Tu fais ce que tu veux. Tu les publies, t'en fais ce que tu veux. Mais tu peux tout brûler si tu veux. » Et Christopher va faire le choix de nous donner tous ces textes. Donc, il va se charger de l'édition. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, que nous pouvons parcourir la Terre du Milieu et découvrir toujours. Sachez donc que sa femme, Bailey, est en charge a été l'héritière de ça. Et donc, c'est à elle que nous devrons potentiellement la charge d'édition des prochains textes. Mais parce qu'il reste des caisses et des caisses et des caisses de textes de Tolkien qui n'ont pas encore été publiés. Pour ça, voilà, ça va faire comme le livre The Nature of Middle-earth où c'est Karl Ottester qui a édité l'ouvrage, mais Christopher Tolkien donc lui avait donné le feu vert. Potentiellement, c'est des choses qu'on
pourrait voir à l'avenir, mais ce ne sera plus avec l'accord donc de Christopher Tolkien, mais bien de son épouse Bailey Tolkien, tant que celle-ci est en vie. Voilà, c'est la fin de la vie de Tolkien. Je termine sur cette superbe illustration de Valonia que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Valonia, ça s'écrit comme ça se prononce. Exactement. Il décède en 1973 et pour retenir cette date, la correspondance et l'anecdote est folle. Il faut retenir 1900 donc un anneau, 9 pour les hommes, 7 pour les 7 pour les nains et 3 pour 3 seigneurs elfes sous le ciel. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir regardé. Un grand merci. Je vous ai mis des références d'œuvres ici. Donc pour aller plus loin, vous avez la biographie écrite par Humphrey Carpenter. Humphrey Carpenter, il a rencontré Tolkien de son vivant. C'est vraiment la biographie de base. Et Humphrey Carpenter, c'est aussi lui qui a travaillé sur les lettres de Tolkien, qui sont la base de chez base, quand on commence à faire un peu de recherche autour de l'univers. Je vous parlais aussi tout à l'heure de Tolkien et la Grande Guerre de John Garth, qui est aussi traduit aux éditions Christian Bourgois. Une merveille, ce livre. Mais il faut vraiment être dans l'ambiance et aimer tous ces trucs-là, parce que si vous n'avez pas un tout petit peu de connaissances un petit peu sur la Terre du Milieu, c'est un petit peu compliqué comme ouvrage. Il y a Tolkien at Exeter College. Ça, malheureusement, je n'ai pas encore ce texte, mais voilà, je fais confiance à ceux qui disent que c'est celui qui a écrit Tolkien et la Grande Guerre, donc j'imagine qu'il doit être tout aussi excellent. Et puis vous avez mes chouchous, c'est-à-dire Wayne Hammond et Christine Haskell avec leur Tolkien Companion and Guide. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. La prochaine Vulga, si je décide de continuer ce projet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et autres voilà. Si le format vous plaît, c'est un peu différent. C'est en direct et en live sur Twitch. Ça sera remis et publié normalement sur la chaîne des Échos d'Imladris. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres formats. Sachez que si la suite est validée, le prochain épisode traitera de la chronologie dans la Terre du Milieu. Vraiment, c'est essayer de faire la chronologie en réparant des erreurs qui sont faites, des fausses croyances qui sont liées à ça, et essayer de donner une vue d'ensemble de toute l'histoire de la Terre du Milieu avant de vraiment commencer sur des points bien précis. Voilà, remercie et on se dit à la prochaine.